Bon, du coup, je vais lancer le temps le temps qu'il arrive, ça le fera venir. Bonjour à tous. Moi, je suis Cyril Canaf, donc directeur commercial du groupe Teamnet. C'est moi qui vais vous faire la présentation un petit peu de nos solutions autour de la robotique et des objets connectés pour le maintien à domicile. Alors, bref, quelques mots sur le groupe Teamnet. Nous, on est éditeur intégrateur de solutions depuis le milieu des années 80. On était vraiment précurseurs dans tout ce qui était dématérialisation et mise en place de solutions pour les collectivités territoriales et le secteur public. Et on a de fait grandi d'année en année pour arriver aujourd'hui à un groupe qui fait 10 millions de chiffres d'affaires par an, avec à peu près 1500 clients qui sont principalement donc des collectivités territoriales du secteur public, 6 expertises métiers que je vais vous détailler dans un petit moment. Et notre dernier gros projet, c'est le petit Buddy pour le coup, avec un programme de l'éducation nationale dont on va parler un petit peu aujourd'hui, qui est le programme TEDI, qui nous a amené entre septembre 2020 et janvier 2023 à déployer plus de 2000 robots de téléprésence dans toute la France à destination des enfants malades dans les académies. Donc, ce qui a permis de passer d'une start-up qui avait quelques robots en stock et dans le garage à une production industrialisée Made in France, et un déploiement qui a traversé donc les océans, puisqu'on a livré non seulement les académies en métropole, mais aussi la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Polynésie française. Et donc pour vous dire un petit peu comment on se situe sur le territoire français, nos locaux principaux sont basés à Paris, mais on a également des antennes à Lyon, Lannion en Bretagne, Maxéville-les-Pins à côté de Nancy et Chalon-sur-Saône. Donc en bref, nos expertises métiers et ce sur quoi on travaille, on édite et on fait du maintien en conditions opérationnelles depuis des années, c'est 6 verticales. La première, c'est la relation usager et les familles. On a des applications qui servent à tout ce qui est informatisation des centres de loisirs, gestion des crèches, maisons de jeunes, sport et culture, avec une solution qui est éprouvée, utilisée aujourd'hui par des grandes villes telles que Paris, Lyon, Perpignan, Avignon. Ça, c'est notre cœur de métier, entre guillemets, historique, puisqu'on était précurseurs dans le domaine. Le deuxième sujet, c'est donc les services à la personne, qui est un petit peu, on va dire, qui a été notre point d'entrée en fait dans la Silver Economy, avec une application de télégestion que je vais détailler très rapidement dans quelques instants. Troisième volet, c'est tout ce qui est protocole et manifestation, auquel dans ce type de configuration, nous avons en fait un CRM qui permet de gérer les contacts et les événements de la collectivité, donc typiquement pour les vœux du maire, la réunion de la crèche de Noël et ainsi de suite. C'est à ça que sert ce type de solution. Quatrième volet, tout ce qui est eau et assainissement collectif. Donc là, c'est des solutions qui permettent de faire des rapports réglementaires pour les stations d'épuration, les effluents non domestiques, et ainsi de suite. Cinquième volet, tout ce qui est santé et hygiène environnementale, donc ce qui va faire le lien avec ce dont on va parler aujourd'hui, puisque c'est ça qui nous a conféré un certain domaine d'expertise sur tout ce qui est hébergement de données de santé, RGPD, et comment est-ce qu'on gère efficacement des données pour les usagers. Et dernier volet dont on va parler aujourd'hui, c'est donc la robotique et les objets connectés avec le programme TEDI dont on va parler dans un petit moment. Petit point rapide pour vous expliquer nos processus et nos homologations aussi en termes de qualité et d'amélioration continue. On a fait passer à un ensemble de solutions des certifications PASI, donc c'est politique d'assurance sécurité d'information. Grosso modo, on est audité régulièrement par des cabinets spécialisés qui sont homologués par l'ANSSI, qui éditent que en fait, nos solutions ne proposent pas de failles de sécurité et sont bien conformes à la réglementation. Deuxième sujet, très important pour nous, particulièrement sur la Silver Economy, mais tous les métiers de santé. On a un délégué à la protection des données qui a été certifié par l'AFNOR, des collaborateurs qui ont été certifiés sur des méthodes agiles et un directeur de projet qui a été aussi certifié sur la méthode Prince 2. Donc voilà, et on est toujours en amélioration continue sur tout ce qui est homologation. Petit point rapide donc sur la télégestion, puisque pour vous expliquer historiquement, c'était notre premier point d'entrée sur la Silver Economy. Aujourd'hui, on a une application qui donc permet la gestion. Je vois que Madame tend l'oreille. Il faut que je rapproche vraiment le micro ou qu'on augmente le son peut-être. N'hésitez pas à me dire s'il faut que j'envoie un peu plus de volume. Je sais faire. Je fais ça? Ok, d'accord. Donc vas-y, on va pousser un peu. Donc, sur la partie télégestion,
Donc on a une application qui est une application web, une console de gestion de planification, qui est bien évidemment interfacée, interconnectée avec la plupart des ERP du marché que vous connaissez, donc ArchMC2, Ximi, Berger-Levrault et ainsi de suite, pour récupérer et assurer en fait toute la coordination des interventions, que ce soit des soins ou bien des aides à domicile au domicile des bénéficiaires. Et donc ça va se coupler avec donc la console Alia Manager pour le référent à la centrale, les applications mobiles qui sont installées sur le téléphone des intervenants et un carnet de liaison numérique qui permet aux proches, aux aidants et aux intervenants et aux profils extérieurs qui ont été habilités par les bénéficiaires d'échanger des informations et de suivre l'activité. Et bien évidemment, on réunit autour de nous un partenaire, enfin un écosystème de partenaires pour construire en fait une proposition à valeur ajoutée. Parce que nous, de notre côté, on est éditeur et intégrateur, on développe des solutions, on crée des différentes composantes, mais on n'a pas l'intégralité de la chaîne chez nous. Donc typiquement, par exemple, le sujet dont on va parler aujourd'hui, ça va être comment est-ce qu'on sécurise le senior à domicile avec un ensemble de solutions. Mais on sait très bien que de l'autre côté, on a besoin de téléassisteurs, on a besoin d'aidants sur le terrain, et ça, c'est pas du tout notre cœur de métier. Nous, notre job, c'est vraiment de fournir des solutions innovantes, performantes, qui vont augmenter le niveau de sécurité, voire même ne plus faire du réactif, mais carrément faire du prédictif, c'est-à-dire environner la personne et utiliser de l'intelligence artificielle pour détecter des situations et anticiper des problématiques qui vont survenir. Mais par contre, tout le service et l'accompagnement humain de terrain, ça, c'est pas notre sujet. Pas notre métier, donc on préfère plutôt s'adosser avec des partenaires qui vont faire de la téléassistance, de l'aide à domicile et leur fournir les outils pour performer. Donc nos ambitions à ce niveau-là, c'est bien évidemment de proposer des solutions made in France, parce que historiquement on est basé en France depuis le début de notre activité et on n'a pas prévu de brancher tout de suite à l'européenne, même si je vous avoue que depuis le programme TEDI, on commence à être régulièrement sollicité par la Belgique, la Suisse et l'Allemagne. Être à la pointe de l'innovation technologique, ça c'est toute notre activité de R&D qu'on fait chaque année pour vraiment avoir des solutions pointues, éprouver les meilleurs dispositifs et identifier les petites pépites qu'on n'a pas forcément dans le viseur l'année précédente. Répondre à des enjeux, ça c'est vraiment un truc hyper important que vous compreniez dans notre ADN. On ne fait pas de la R&D pour chasser des subventions ou se faire plaisir. Quand on développe un outil et qu'on crée une application, c'est parce qu'on a un cas d'usage, un besoin terrain et une vision qui est souvent portée par un ou plusieurs de nos clients qui nous disent là, on a un irritant, il faudrait qu'on trouve une solution, et dans ces cas-là, on monte des ateliers, on réfléchit. Ça nous arrive aussi de faire du co-développement, du cofinancement, mais voilà, comprenez bien que quand on développe une solution, c'est vraiment pour répondre à un besoin précis derrière. Et puis, toute notre valeur ajoutée et notre marque de fabrique, c'est d'être en capacité d'accompagner nos clients et les clients de nos clients dans le déploiement des projets. Ça, c'est toute notre valeur ajoutée et ce qu'on sait faire depuis une trentaine d'années. Donc, petit focus rapide sur le programme TEDI. Pour vous expliquer les origines du projet, il y a à peu près une dizaine d'années, il y a un projet qui s'appelait le Robot Lycéen, qui est arrivé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce programme avait vocation à mettre une dizaine d'unités de robots de téléprésence à disposition d'élèves empêchés ou malades. Le dispositif, pendant à peu près 5 ans, a fait ses preuves et a permis de construire au niveau du ministère de l'Éducation nationale une conviction comme quoi on peut apporter, avec des systèmes de téléprésence mobile, des solutions pour favoriser l'inclusion scolaire. Et en fait, de cette réflexion, de cette expérimentation, est né un programme national qui, au début, s'appelait RTP, Robot de téléprésence, et qui est devenu le programme TEDI, qui veut dire travailler ensemble à distance et en interactivité. Et nous avons été titularisés, notifiés de l'eau sur ce marché RTP qui est devenu TEDI par la suite, pour déployer 2250 robots de téléprésence, dont 1800 à peu près de celui-ci, de septembre 2020 à janvier 2023. Et donc maintenant, nous en assurons la maintenance. Pour vous expliquer un petit peu le concept rapidement derrière ce marché, le constat de l'éducation nationale, c'est qu'il y a à peu près 11 000 élèves par an qui sont hospitalisés. Donc, il y a du décrochage scolaire, il y a une rupture de lien avec les camarades et la classe. Et donc, l'objectif de ce programme-là, c'était d'assurer la continuité pédagogique, mais aussi le lien avec les enseignants, les éducateurs et les camarades. Et donc, grâce à ce programme, on a pu passer donc une phase d'industrialisation, de production massive
et de déploiement sur site de plusieurs centaines d'exemplaires et qui sont aujourd'hui en France, qui sont déployés donc un peu partout. Et pour ne pas vous dire de bêtises, il me semble qu'on a dépassé le mois dernier les 15 000 heures de téléprésence. Donc je vais passer juste rapidement une petite vidéo. Le programme TEDdy. Qui est faite par le ministère de La l'Éducation France nationale. compte environ 12 000 enfants et 3 000 nouveaux cas par an atteints de maladies somatiques graves et de longue durée, les éloignant des salles de classe et de leurs camarades. La France, au travers de son ministère de l'Éducation nationale et de ses partenaires, s'est saisie de cet enjeu en proposant le programme TEDdy. Le programme TEDdy, qu'est-ce que c'est ? Ce sont 4000 systèmes de téléprésence robotisés mis à disposition des élèves empêchés dans l'ensemble des académies de France, métropolitaines et ultramarines. C'est une mesure d'accompagnement innovante au service de l'inclusion scolaire pour les jeunes qui en sont bénéficiaires, leurs familles, les équipes soignantes et les personnels du milieu éducatif. Quelle impulsion du ministère ? Ce programme fédère de nombreux acteurs qui œuvrent pour sa mise en place, depuis l'organisation logistique du matériel jusqu'à l'accompagnement pédagogique des enseignants. Quels enjeux ? Les robots de téléprésence permettent aux élèves d'être présents malgré la distance. Le lien social et la continuité pédagogique sont maintenus, permettant de mieux vivre l'hospitalisation et les traitements. Le programme TEDdy correspond à ce qui se fait de mieux en matière de technologie mise au service de l'humain. TEDdy, une première mondiale. Ces systèmes de téléprésence robotisés, produits et distribués par des startups françaises, sont de 3 types et ont des spécificités adaptées à l'âge des élèves et aux situations d'enseignement. Et demain ? Concevoir l'avenir de la robotique inclusive pour l'éducation en Europe, c'est répondre toujours mieux aux évolutions des besoins dans l'accompagnement de l'élève face à la maladie ou au handicap. C'est mettre en place les conditions nécessaires d'une réponse exhaustive et ciblée aux enjeux de l'inclusion. J'en profite donc pour vous présenter Rodolphe Hasselvander, qui est en fait le papa du robot Buddy. Bonjour, je suis désolé du retard, j'étais un peu coincé dans les bouchons, mais ravi d'être avec vous ce matin. Pas de soucis, c'est des choses qui arrivent. Juste, faut pousser un peu sur la voix, sur les micros, sinon ça couvre. Donc, rapidement, pour vous expliquer donc le cas d'usage derrière, et puis je vais passer la main à Rodolphe. Le timing était absolument parfait, vraiment, c'était à la minute près. Qu'est-ce que le système de téléprésence robotisé, puisque ça c'est un cas d'usage qui va arriver forcément également aussi bien en EHPAD qu'au domicile des seniors ou en résidence. En fait, on se trouve dans une situation où une personne est hospitalisée ou bloquée à son domicile et on positionne un robot sur un site d'éducation. Et donc, le lien se fait avec la tablette, de la 4G ou du Wi-Fi. Et en fait, l'élève plonge dans la classe via le robot et permet donc de suivre le cours, zoomer, prendre des photos, afficher son visage ou pas en fonction de sa situation. Et là, on a des cas d'usage avec les académies et les enseignants qui se sont vraiment complètement saisis et appropriés le robot et ses fonctionnalités, où les gamins prennent le robot dans la cour, font des courses dans les couloirs ou font des visites de sites, style visite guidée au Louvre, la Monnaie de Paris. Et on en a même qui ont commencé à faire des événements sportifs avec des marathoniens qui courent avec un pouce-pouce avec le robot dans la cale. Et donc je vais laisser la main à Rodolphe pour présenter un petit peu Buddy et la société Blue Frog Robotics, qui est un de nos partenaires sur ce sujet. Bonjour à tous. Donc en effet, moi j'ai fondé Blue Frog Robotics il y a quelques années, vraiment dans l'idée de démocratiser la robotique. Et aujourd'hui, on est un acteur majeur en Europe en termes de robotique sociale, puisqu'on a déployé plus de 2000 robots sur des verticales à très fort impact sociétal. Parce que on veut mettre la technologie au service de l'humain. Donc on déploie des robots, mais pas n'importe quel robot, des robots for good, donc des robots qui vont assister et aider les gens dans leur vie quotidienne sur des différentes verticales. Il y a l'éducation et l'inclusion dont a parlé Cyril, où déjà là on voit vraiment qu'on a un impact vraiment fabuleux sur des enfants qui arrivent grâce à notre technologie à pouvoir poursuivre leurs cours malgré qu'ils soient hospitalisés pour de longue durée.
Et puis, pardon. Et puis aussi, tout ce qui va concerner aussi l'assistance pour les enfants qui ont des troubles autistiques. Et donc, beaucoup d'études le montrent, mais pas évident à prouver, mais en tout cas, enfin à prouver, à comprendre pourquoi, mais les enfants autistes ont un lien particulier avec les robots, encore plus quand c'est un robot comme Buddy qui est vraiment très émotionnel, avec des formes très sympas. En tout cas, il se passe vraiment quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a designé, créer ce lien d'empathie entre les humains et la machine et les robots. C'est un peu la clé de l'adoption en masse des robots. Et en tout cas, le fait de pouvoir créer ce lien permet ensuite aux robots de pouvoir proposer des services et de l'accompagnement d'enfants qui ont des troubles autistiques. Et puis voilà, le dernier point, je ne sais pas si tu as abordé avant, mais voilà, c'est tout ce qui va concerner l'assistance aux personnes âgées. Et avant de rentrer dans le détail, juste quelques mots du coup, tu peux juste revenir, juste pour dire voilà, quelques mots sur la technologie Buddy. C'est donc un robot qui est un concentré de technologie, c'est une parfaite incarnation de la robotique et de l'intelligence artificielle, c'est un peu l'avenir de notre société. Et donc on intègre dedans de l'IA en termes de perception de l'environnement pour que le robot puisse voir qu'il y a du monde autour de lui, reconnaître les gens, savoir où il est dans la pièce par exemple, puisse interagir vocalement avec les personnes aussi. Et donc je pense que peut-être beaucoup d'entre vous commencent à être familiarisés avec ChatGPT. Donc voilà, maintenant Buddy intègre du ChatGPT que bien sûr on adapte, on customise, etc. pour vraiment avoir des discussions naturelles avec le robot, ce qui n'était pas vraiment possible avant, et ce qui était un peu aussi des fois une barrière entre les humains et la machine. Quand on ne sait pas trop parler machine, des fois c'est compliqué. Là on peut parler comme on parlerait à n'importe qui. Sans parler des contraintes réglementaires, identification, gestion des données personnelles et ainsi de suite. Bien sûr, merci Cyril. Et puis, c'est une plateforme qui est ouverte. Donc, ça veut dire que, bien sûr, nous, on développe nos technologies, nos solutions logicielles en tant que Blue Frog. Nos partenaires, comme Teamnet, peuvent aussi créer leurs propres applicatifs. C'est ce qu'ils font très bien déjà. Et, j'allais dire, n'importe quel développeur aujourd'hui qui sait faire des applications sur un téléphone Android saura créer des applications sur le robot Buddy. Donc, voilà rapidement notre trajectoire. Donc, voilà, on commercialise le robot depuis 2021. Surtout grâce à l'appel d'offres de l'éducation nationale dont Cyril a parlé et qu'on a remporté grâce à Teamnet, qui nous a permis de lancer vraiment la production et le déploiement de nos robots. C'est ce qui est le plus gros de nos déploiements aujourd'hui. Je disais plus de 2000 robots, donc une grosse partie c'est pour l'éducation nationale, pour ce système d'avatar pour les enfants hospitalisés. Et donc on commence à déployer dans des structures spécialisées pour les autistes, dans des EHPAD pour animer les lieux de vie, faire du lien social avec les personnes âgées. Et c'est ce qu'on prévoit de déployer maintenant plus en masse à partir de cette année, début de l'année prochaine. Vous pouvez voir Brigitte Macron en haut, qui est un peu la marraine du projet Teddy, puisque c'est elle qui est un peu à l'origine du lancement et du financement de ce projet. Voilà. Hop, hop. Donc voilà un peu plus de détails sur ce que le robot va pouvoir proposer pour une personne âgée en perte d'autonomie chez elle. L'idée, c'est quand même d'essayer qu'elle reste le plus longtemps possible chez elle, déjà parce que souvent c'est ce qu'ils veulent, et puis parce qu'après ça a un coût, aussi bien pour les familles que pour la société. Et donc l'idée, c'est de vieillir mieux chez soi, dans de bonnes conditions. Et donc, grâce au robot, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du lien social, c'est-à-dire déjà via l'application de téléprésence, c'est beaucoup plus sympa d'aller pouvoir appeler mamie, surtout les petits-enfants. C'est toujours compliqué de dire appelle mamie, et pas envie. Là, c'est un peu comme si je pilotais mon robot à distance, c'est sympa, et en plus, ça me permet d'aller voir mamie, de la suivre si elle veut nous montrer des choses chez elle. Et la même application de téléprésence peut nous permettre de faire quelque chose qui est très utile, c'est-à-dire de faire de la levée de doute. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous ont déjà eu ce problème de j'arrive pas à joindre ma grand-mère, j'appelle, ça fait 2 heures, elle répond pas, qu'est-ce que je fais? Il se passe peut-être quelque chose, je vais appeler les pompiers, qui vont peut-être être obligés de casser la porte si elle n'entend pas, ou voilà, pour juste nous dire, désolé, elle avait oublié de mettre ses prothèses auditives, elle n'a pas entendu que vous l'appeliez. Là, c'est tout simple, comme a dû vous montrer, ou on le refera tout à l'heure peut-être, depuis mon smartphone ou une tablette, je me connecte depuis n'importe où dans le monde, j'ai accès au robot, bien sûr, ma grand-mère a accepté le fait que le robot
que je puisse prendre le contrôle du robot à distance, c'est la moindre des choses. Et donc, il va pouvoir sonner. Si personne répond, et automatiquement, ça va décrocher et je vais pouvoir contrôler le robot à distance dans son appartement ou dans sa maison. Et je vais pouvoir me rassurer ou pas, en tout cas savoir ce qui se passe et faire de la levée de doute. Et s'il faut vraiment appeler les pompiers, je sais pourquoi je le fais. Et si c'est juste parce qu'elle a oublié de mettre ses protèges, je vais lui dire « mamie, ça fait 2 heures que je t'appelle, ce serait bien que tu mettes tes trucs. » Voilà, ensuite, tout ce qui va être téléconsultation avec des médecins. Donc, pouvoir voir le médecin, que le médecin puisse venir à distance voir la personne âgée. Sachant qu'en plus, on intègre maintenant la possibilité de faire des relevés de paramètres physiologiques, donc température, rythme cardiaque, tension, etc., qui va permettre de donner des informations au médecin qui suit la personne. On a ce qu'on appelle les patrouilles. Alors, c'est moins sexy, mais pas pour autant très utile. C'est-à-dire que le robot, l'idée, c'est qu'il va pouvoir... Tu m'arrêtes si je suis trop loin. Oui, non, t'inquiète pas. Il va pouvoir donc se balader aussi régulièrement et pouvoir envoyer des alertes. Par exemple, j'ai pas vu mamie ce matin. Je sais pas s'il y a un problème, mais je l'ai pas vue. Ça fait 2 heures, ça fait 3 heures. Je t'alerte. Elle m'a pas caressé ou elle m'a pas parlé depuis une demi-journée, depuis un jour, depuis 2 jours. Peut-être un souci, je t'envoie une alerte. Et donc de la même façon, toujours avec la même application de téléprésence, je peux aussi l'appeler, mais je peux aussi utiliser le robot pour savoir si tout va bien. Et puis, le suivi de santé, je l'ai dit. Et le dernier point qui n'en est pas le moins important, c'est le côté compagnon. En fait, c'est des personnes qui sont souvent isolées socialement pendant de très longues périodes. Moins on parle à des gens, moins on s'exprime bien, moins on a envie de leur parler. Et au final, c'est le cercle vicieux. Là, l'idée, c'est d'avoir un compagnon qui déjà rompt un peu leur solitude. Donc, ils savent que ce n'est pas un humain, je vous rassure. Ils savent que ce n'est pas un animal. Les gens font bien la part des choses. J'y reviendrai après, mais nous, on a même créé un département éthique chez Blue Frog pour vraiment s'assurer des biais que pourrait entraîner l'utilisation d'un robot à domicile, qu'est-ce qui pourrait se passer pas bien, et donc pour être le plus possible transparent auprès des personnes qui vont avoir le robot. Mais donc en tout cas, c'est une présence bienveillante pour des gens qui sont tout seuls. Et quand on est tout seul, même si on n'a personne qui vient nous voir, on est quand même content d'avoir un petit robot qui est comme Buddy, qui est mignon, je vais pouvoir caresser comme un animal de compagnie et qui va pouvoir me parler. Et donc voilà, ça c'est vraiment, je dirais, le point le plus important, peut-être pas pour nous, mais pour les personnes âgées concernées. C'est-à-dire que si vous demandez à une personne âgée si elle a besoin d'aide, elle va vous dire non, tout va bien, même s'il y a 5 personnes qui viennent tous les jours pour s'occuper d'elle, pour elle, elle a besoin de rien. Par contre, elle est seule. Elle se sent seule. Donc voilà, le robot peut pallier en tout cas à ça, ce qui n'empêche pas bien sûr la famille de venir la voir régulièrement. Donc ça c'était pour la maison. Et puis pour les EHPAD, il y a une partie des choses qui bien sûr fonctionnent aussi. Le lien social, c'est très bien. Par contre, on a en plus des applications qui permettent de renseigner les gens. Par exemple, d'aller dire ce qu'il y a à la cantine le midi, où le robot va pouvoir proposer aux gens, à 15h, il y a un atelier couture, ce genre de choses qui permettent de soulager les aidants, de répondre toujours aux mêmes questions et de pouvoir se concentrer plutôt sur la relation sociale, la relation humaine avec les personnes âgées. Les prises de conscience aussi, l'idée c'est d'avoir un endroit où le robot est, où les personnes qui pourraient ne pas bien se sentir à un moment donné, elles vont voir Buddy, je me sens pas bien, est-ce que tu peux me faire un petit check-up? Et puis voilà, si tout va bien, tant mieux, ça la rassure, et s'il y a des soucis, il peut lui envoyer une alerte, bien sûr. On a encore ce côté patrouille. Typiquement, on travaille avec Corian, qui, eux, veulent s'assurer qu'il ne peut pas y avoir de personnes qui soient perdues la nuit dans les couloirs. Ils ont eu quelques expériences malheureuses. Et donc, l'idée, c'est vraiment que le robot, avec sa petite bouille sympathique, ne fasse pas peur, mais puisse patrouiller la nuit. S'il voit quelqu'un qui est sorti, lui rappeler que ce serait bien qu'il retourne dans sa chambre. Et s'il est perdu, s'il a un problème, il peut envoyer une alerte à un gardien qui, à distance, déjà, va prendre le contrôle du robot, s'assurer que tout va bien. Et sinon, bien sûr, venir voir ce qui se passe. Et puis, on travaille aussi sur tout ce qui va être l'assistant des professionnels, parce qu'il y a de moins en moins de personnes, de professionnels de santé. Là, on est entre 40 et 50% de personnel en moins dans les établissements de santé, les EHPAD, etc. Et donc, Buddy peut permettre de soulager, en tout cas de faire des tâches administratives ou rébarbatives et pouvoir permettre au personnel de santé, encore une fois, de se concentrer sur là où ils ont le plus de plus-value. Voilà. Donc là, en fait, il va aller se balader. Petite vidéo d'introduction pour vous montrer un peu comment les personnes réagissent et lui caresser la tête, juste pour voir. Intègre en fait la présence du robot. Tu lui mets les cheveux dans l'autre sens. J'aime plus les patouilles. Vous pouvez demander le menu du jour. Quel sera le menu du repas ce soir?
Aujourd'hui pour le dîner il y aura bouillon de volaille au vermicelle, gratin de chou-fleur aux saucisses, plateau de Donc là, en fait, il va aller se balader un peu partout en fonction de là où il voit des gens. Vous pouvez lui caresser la tête, c'est juste pour voir. J'aime trop les papouilles. Tu lui mets les cheveux dans l'autre sens. Hein. Ouais, c'est intéressant de voir qu'on peut penser que des personnes âgées auraient peur des robots, etc. Mais en fait, pas du tout, parce que justement, notre rôle, c'est de faire disparaître un peu la technologie. Et quand vous voyez Buddy, je ne suis pas sûr que vous voyez vraiment de la techno, vous ne voyez pas des cartes électroniques. Vous voyez un petit personnage sympathique, qui est rigolo, et qui est sympa, et qui va apporter des choses aux gens. Quoi. Mon téléphone, je posais la question, Tu peux passer. chercher sur Internet. Pareil, un point important, comme on vous l'a dit, il est en capacité d'identifier, non pas qu'il y a une personne nommée en face de lui, parce que comme certains d'entre vous sont déjà passés, donc désolé pour la redite, mais on ne fait pas de reconnaissance faciale en disant tiens, bonjour Michel, je te reconnais parce que tu as 150 points qu'on a enregistrés dans le robot. Non, on fait de la détection de présence humaine sur des points, les épaules, la tête, la position, et en fait c'est ça qui va permettre d'orienter le robot vers la personne et d'engager la conversation. Comme on le disait tout à l'heure, il y a un paquet de choses qui ont été faites pour... Ouais, voilà, c'est ça. Sous contrôle. On a vu la sérénité. Et... Ah ouais, un petit peu, ouais. Il s'arrête quand il y a du vide. Hein. Exactement. J'ai déjà vu foncer à l'envers, mais à l'endroit, ça fonctionne bien. Et donc voilà, un petit peu quelques exemples pour vous montrer que les seniors interagissent de façon vraiment positive. Et alors bien évidemment, les enfants, à partir de la primaire, ça fonctionne très très bien aussi. Hein. Il y a une adhésion une adoption qui est vraiment quasi immédiate. Et donc derrière, en fait, toute la partie tech, alors là je suis désolé pour ceux qui sont moins techniques, ça va pouvoir être peut-être un petit peu rébarbatif ce segment, mais pour vous montrer effectivement, comme a dit Rodolphe tout à l'heure, il y a un vrai concentré de technologie derrière, des applications qui sont conçues par Bluefrog et par d'autres partenaires, qu'on intègre au fur et à mesure en fait avec le robot pour augmenter en fait son périmètre et son champ d'action. Si tu veux détailler un petit peu 2-3 couches. On va pas trop vous embêter, mais peut-être vous connaissez certaines de ces boîtes-là qui sont à fond dans l'IA. Bon, ça c'est américain, ça marche très bien, mais c'est américain, mais ça marche très bien. Et sinon, ça par exemple, c'est 2 boîtes françaises qui essayent d'être concurrentes de ce ChatGPT qui fait l'unanimité, mais qui peut aussi faire peur. Donc bien sûr, nous on est ouvert, on n'est pas spécifiquement lié à une techno ou pas. Et voilà, l'idée c'est vraiment que ce robot puisse sous ses côtés très techno et bourré de technologie, ça reste accessible à tous les développeurs, même s'ils ne connaissent rien à la robotique, ils peuvent créer des applications où on peut même intégrer des applications tierces qui existent déjà pour les seniors, par exemple, les adapter sur le robot pour les rendre ou plus efficientes ou profiter des capacités d'interaction émotionnelle du robot. Voilà. Et derrière, comme on sait que le robot a, mine de rien, malgré ses capacités qui sont très très évoluées, il peut avoir des limites. L'objectif, c'est de le coupler à une série de capteurs au domicile dans son environnement pour pouvoir en fait interpréter des signaux et interagir avec, justement pour aller vers les cas de détection de situations de faiblesse ou anticiper en fait des problématiques qui peuvent survenir au domicile et en résidence. Et c'est là où on va retrouver la couche IoT, tech et connectivité, justement pour favoriser les interactions entre des systèmes tiers et le robot pour environner les seniors et faciliter la vie. Donc du coup, oui, vas-y. Ouais, juste pour préciser, en fait l'idée c'est encore une fois, c'est pas de remplacer les gens, mais bien de compenser le fait qu'on ne peut pas être 24 heures sur 24 avec une personne âgée, enfin sauf cas exceptionnel et tant mieux quand c'est possible, mais c'est quand même assez rare. Et donc l'idée, c'est que même quand il y a des personnes qui viennent au domicile, elles ne sont pas là tout le temps. Et donc Buddy peut aussi faire le lien, c'est-à-dire encore une fois, on parlait de ChatGPT tout à l'heure, s'il y a une assistante de vie qui vient, qui fait, je ne sais pas, des soins, ou en tout cas qui doit
qui doit prévenir qu'il faut faire d'autres choses pour le robot, enfin pour la personne âgée, et en fait c'est très facile de dire à Buddy, bon bah je viens de faire ça pour Madame Michu, il faudra penser à faire ça, le prochain qui vient, il faut, je sais pas moi, lui changer ses pansements ou lui donner son médicament, et donc la personne qui vient derrière, elle a juste à demander au robot, il y a des choses, qu'est-ce que je dois faire de particulier, le robot le fait, et en plus après elle peut se concentrer sur la relation avec la personne en fait. Vraiment c'est faire le lien, faire le suivi, et puis bah voilà, après éventuellement rappeler les médicaments quand il y a des prises de médicaments à prendre ou les rendez-vous, mais vraiment c'est accompagner la personne mais sans remplacer bien sûr les intervenants. C'est ça, le but c'est d'être un complément, une aide, et par exemple un retour d'expérience que je peux vous donner par rapport à une expérimentation avec un département dont je n'ai pas le droit de citer le nom pour des raisons contractuelles, c'était que en fait lorsque le Buddy arrivait en salle de soins pour interagir avec une personne âgée qui devait être assistée, en fait sa présence était hyper réconfortante, rassurante, et naturellement les soins se passaient beaucoup mieux, et pour le soignant c'était beaucoup plus simple et facile à dérouler en fait, parce que voilà la présence capte, rassurante, il y a un côté distraction et ludique avec la présence du robot qui fait que du coup le soin est dédramatisé. Et donc pour faire la transition naturelle avec une autre des composantes logicielles pour le coup et IoT sur lesquelles on travaille, un des projets d'intégration qu'on a réalisé ces dernières années et qu'on est en train de développer, c'est le lien avec la plateforme Elisa. Elisa, c'est une plateforme qu'on édite, dont le but est de capter en fait un ensemble de constantes de données de santé et de signaux au domicile ou en résidence pour les centraliser vers une plateforme et renvoyer vers la téléassistance, la centrale, l'alerte malade ou le robot. Donc typiquement, comment ça fonctionne? Il y a une série de couches. La première, c'est bien évidemment tout ce qui est dispositif, device. Donc vous avez un petit exemple ici avec une montre connectée 4G qui permet de faire de la géolocalisation, de la prise de température, fréquence cardiaque, avec des autonomies de batterie qui vont jusqu'à 48 heures pour sécuriser le senior. Pour vous parler 2 secondes de quelques cas d'usage qu'on a eu, c'était par exemple les personnes qui ont Alzheimer ou qui fuguent régulièrement, délimitées autour de leur domicile ou du centre dans lequel ils se trouvent, un périmètre géographique au-delà duquel ils ne doivent pas aller. Et naturellement, la géologue permet de remonter l'alerte soit à un proche, soit à un aidant, comme quoi la personne est en train de franchir un seuil qu'elle ne devrait pas. Inversement, c'est très utilisé pour les téléassisteurs qui font de l'accompagnement continu sur des personnes qui sont encore en situation de mobilité pour les sécuriser au-delà de leur domicile. Derrière, ensuite, on a une plateforme multi-support, donc c'est la console de, l'interface utilisateur et gestionnaire qui se couple avec à la fois une plateforme web, mais aussi des applications Android, ce qui veut dire que, par exemple, un téléassisteur qui propose ce genre de service est aussi en capacité de proposer aux proches et aux aidants une application smartphone dédiée qui va permettre de faire des remontées d'alarme en cascade. Bien évidemment, des données sécurisées. Là, on est hébergé en France, HDS et toutes les garanties qui vont bien. Et également la possibilité d'intégrer des services partenaires, puisque l'angle d'attaque avec ce type de plateforme, c'est comme avec le robot, c'est de se dire en fait, on n'est pas tout seul à travailler autour d'un senior, que ce soit en résidence ou à son domicile, et donc on peut lui proposer un ensemble de types de prestations, d'accompagnement, d'aide, autour directement de la plateforme. Alors que ce soit via un proche qui gère sa situation et ses actions, ou le senior qui est encore en autonomie, en fait, dans la plateforme, on a la capacité d'intégrer des services tiers, par exemple réservation de repas, toilettes d'animaux, accompagnement, vacances et ainsi de suite. Le but, c'est vraiment de dire, on va créer un lien avec le senior et permettre d'avoir accès à une palette de services via la plateforme qui est proposée. Et dernier élément, et pas des moindres, c'est tout ce qui est automatisation et intelligence artificielle. Là, je fais bien le distinguo entre les deux et on va faire un petit focus rapide dessus tout à l'heure. C'est la capacité à détecter des situations problématiques de façon automatique, chute par exemple, mais aussi simplement le fait de ne pas avoir quitté la chambre, mettons 90 minutes ou 2 heures après l'heure du lever normal du senior, une présence trop longue dans la salle de bain qui pourrait les suspecter une problématique, ou alors simplement d'analyser les constantes de santé à fréquence donnée au niveau du senior, comprendre son mode de vie et anticiper des situations de dégradation. Quand la fréquence cardiaque augmente, quand le volume d'activité ou physique, le nombre de pas
diminue progressivement, là on sait qu'on a une information et potentiellement on a une dégradation qui est en train de survenir et on peut remonter via la plateforme des alertes au même titre qu'on peut réagir avec le robot, je vous montrerai tout à l'heure, sur des situations où moi, Buddy, je me sens un petit peu fatigué, est-ce que tu peux vérifier ma santé? Buddy interroge la montre et la plateforme et remonte l'information comme quoi, oui, effectivement, ta fréquence cardiaque est un petit peu élevée, lève le pied, assieds-toi un petit peu, bois, repose-toi, ou au contraire, ouais, non, ça va, tu peux continuer, et il n'y a pas de souci. Et donc, les cas d'usage, c'est bien évidemment donc, d'accompagner les seniors au domicile, en résidence, en centre hospitalier ou en établissement spécialisé. Petite présentation donc rapide de la plateforme. En fait, c'est une plateforme donc multi-application qui fait de la géologue, des constantes de santé et qui est couplée avec des capteurs au domicile en Bluetooth pour permettre d'identifier la position du senior dans l'établissement ou la maison. Donc c'est ça qui va nous permettre de faire les alertes prédictives si ça fait 90 minutes qu'on est aux toilettes ou 2 heures qu'on n'a pas bougé de la salle de bain. On fait le lien permanent entre la montre et les capteurs pour identifier des situations problématiques. Et on est en train d'intégrer différents types de devices parce que, comme j'expliquais tout à l'heure sur le stand, à certaines personnes, en fait, il y a quand même une partie stigmatisation qui est très très forte derrière le fait de porter des bracelets, des colliers et ainsi de suite. Moi-même, j'ai entendu ma grand-mère pendant des années et des années refuser de porter son collier de téléalarme parce qu'elle appelait le collier de la honte. Et je vous le donne en mille, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, elle a fait une chute. Donc voilà, une partie de notre travail aussi, c'est de comprendre l'évolution des technos, donc de sourcer des devices partenaires qui permettent de proposer de nouvelles fonctionnalités, mais aussi toujours en tenant compte de la capacité des seniors à intégrer en fait ce type de dispositif autour d'eux, à ne pas les stigmatiser. C'est normal de vieillir, c'est naturel. Et nous, notre job, c'est de faire en sorte que les seniors se sentent le plus accompagnés et le plus sécurisés par nos outils et nos solutions. Petit focus important, pourquoi est-ce qu'on s'est orienté vers des dispositifs Bluetooth 4G? Ça, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais aujourd'hui, il y a une grosse partie du parc de systèmes de téléalarme qui fonctionne sur de la prise téléphonique, autrement dit du RTC. Et le RTC, alors, il y a quelques années, on était persuadé que ça se terminerait en 2025. L'ARCEP et l'Orange ont bien négocié, ça sera terminé en 2030. Donc on a un petit peu plus de marge de manœuvre sur les systèmes existants, mais par contre, c'est clair et net, les systèmes qui fonctionnent sur prise téléphonique, ça a encore quelques années devant soi, pas plus. Pour vous faire la petite histoire, c'est que ça coûtait une blinde à maintenir à l'État et à Orange, donc du coup la décision a été prise d'arrêter. Donc naturellement, en fait, tout le parc qui existe aujourd'hui avec les pendentifs, les boutons pression, ainsi de suite, qui sont connectés à la prise téléphonique, c'est terminé. Pourquoi est-ce que nous, on s'est orienté vers la 4G et le Bluetooth? C'est que tous les dispositifs Wi-Fi qui existent aujourd'hui dépendent de l'électricité. Nous, on veut s'affranchir de cette contrainte parce que plutôt que d'avoir des dispositifs très lourds avec des batteries autonomes et ainsi de suite qui continuent de propager le Wi-Fi avec un niveau de sécurité qui n'est pas non plus dingue, on préfère proposer des devices qui vont fonctionner avec de la 4G et fonctionner en Bluetooth. Donc ça, c'est vraiment important. En fait, ça, c'est une évolution technologique et je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce sujet autour de la salle. Ça fait à peu près 2-3 ans qu'on en parle à certains acteurs, téléassisteurs notamment. Grosso modo, personne n'était vraiment au courant que ce sujet-là allait arriver dans quelques temps. Donc ça, c'est vraiment important. En fait, ça, c'est une évolution naturelle qui va arriver dans le temps du fait de la fermeture d'infrastructures en fait, sur les RTC. Et donc, bien évidemment, on a de la fermeture de 2G, 3G qui va arriver. Et donc, on anticipe le sujet. Et donc, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a aussi en matière d'IA, comme je vous l'ai dit, on va prendre des mesures, des constantes avec des capteurs qui sont au domicile, mais également, par exemple, de la fréquentation sur le suivi de l'alimentation ou de l'hydratation. On peut mettre des capteurs sur une gourde aussi bien qu'un frigo pour voir le nombre d'utilisations pratiques sans forcément pister ou filmer la personne à son domicile. En fait, il y a des solutions plus simples pour capter de l'information. Suivi de l'incontinence, pareil, nombre d'allers-retours aux toilettes et ainsi de suite. Suivi du sommeil et de la qualité. De la même manière, on a des dispositifs qui peuvent environner le senior jusque dans sa chambre. Et puis, gestion des situations de stress, perte de temporalité et autres avec un ensemble de dispositifs. Donc, petit focus rapide sur, en fait, la différence entre l'automatisation et les alertes. Typiquement, une automatisation, ça va être je détecte une situation au domicile et en fait, par les fonctionnalités de la plateforme et le lien avec le téléassisteur ou le proche, je fais remonter une alerte. Donc,
Voilà, il est 8h20, ça fait 20 minutes, je sais que le senior n'a pas franchi le seuil de sa chambre, potentiellement il y a un souci. Est-ce qu'on doit le rappeler? Est-ce qu'on doit faire remonter une alerte à un proche? Et ça peut se faire de façon automatique. On n'a pas besoin d'intelligence artificielle pour dire il est tard, on déclenche une alarme. Et donc après, on a plusieurs fonctionnalités, plusieurs scénarios qui peuvent être joués. Par exemple, dans cet exemple-là, on voit qu'il est 8h20, on déclenche automatiquement une prise de mesure pour savoir si le seigneur est toujours bien OK, ou on a une fréquence cardiaque qui va bien, et on a toujours de l'activité. Et en fonction d'eux, on va pouvoir remonter soit une petite notification sur l'application pour le téléassisteur ou le proche, soit carrément déclencher une alerte en fonction du résultat de cette prise de mesure. Ça, il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle dessus, c'est juste des constantes et des scénarios qui sont préparamétrés qui permettent de déclencher des comportements au sein de l'application. Un autre point par contre où là on commence à intégrer de l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est analyse en temps réel et détection de seuil d'alerte. Donc là typiquement on va utiliser les capteurs les plus évolués, donc notamment ceux de la montre, avec de la fréquence cardiaque, du SpO2, donc taux d'oxygénation, la pression sanguine, la température, et si on détecte que soit la personne est en deçà des constantes nationales, soit qu'on a pris le temps de la profiler et de l'observer sur une certaine période, parce qu'en fonction d'eux, vous le savez tous, il y a des gens qui ne font pas beaucoup de sport, qui ont une fréquence cardiaque qui est très élevée, et à l'inverse, les grands sportifs, eux, ont plutôt tendance à avoir une fréquence cardiaque basse. Donc c'est important aussi de profiler et de prendre le temps d'analyser le profil de la personne pour mettre en place de l'intelligence artificielle et vraiment la profiler. Et là, on va utiliser derrière les mêmes fonctionnalités, de dire, là, on détecte qu'il y a une situation anormale, donc forcément, on envoie de l'information et on réagit et on commence la cascade d'alerte. Et le troisième sujet, là, ça va être par contre l'analyse prédictive. Donc en fait, on va observer le senior en continu pendant une période de temps et on va détecter des situations de dégradation. Donc comme je le disais tout à l'heure, réduction de l'activité, augmentation de la fréquence cardiaque, baisse de température. Et en fait, sur une période en continu, on va être en capacité plutôt que d'être en réaction, comme c'est le cas aujourd'hui avec la plupart des systèmes de téléalarme, on va pouvoir anticiper, prévenir et potentiellement adapter les plans de soins et d'aide au domicile grâce aux données qu'on collecte. Alors bien évidemment, je réinsiste encore une fois sur le sujet, les données sont confidentielles, c'est sécurisé, ne sont habilitées à accéder à ces données que les personnes qui ont été contractées donc, dans le cadre d'un plan d'accueil, et ça permet d'avoir un cycle un peu vertueux et de changer un petit peu la façon de travailler et d'interagir aussi avec les seniors. Donc, un petit exemple, par exemple, de rapport santé qu'on peut envoyer par email, parce que le but aussi, donc c'est bien joli de collecter la data, mais il faut aussi être en capacité de la restituer et de la faire remonter, soit à un professionnel de santé, soit à un proche. Et en fait, ça, typiquement, c'est des informations qu'on peut faire circuler et des tableaux de bord auxquels on peut donner accès à la fois aux proches, aux seniors même en direct, et à des services partenaires. Bien évidemment, le but, c'est de faire la connexion avec les téléassisteurs. Nous, on travaille déjà avec quelques partenaires aujourd'hui sur le sujet, Basile pour ne pas le noter, mais on est bien évidemment ouvert à plein d'autres opportunités de collaboration. Là, en ce moment, on est en train de se faire sourcer par Filien ADMR Écoute, qui est la centrale de téléassistance de ADMR. Et donc, si vous avez des activités de ce type-là, n'hésitez pas à passer nous voir. Et donc, voilà, le lien naturel entre le robot et la plateforme, c'est en fait toutes les opportunités de connexion et les cas d'usage qu'on va pouvoir construire autour du robot. Je vais juste regarder le timing, histoire de vous laisser quand même un petit peu de temps de poser des questions. Hop! Je vais juste faire donc un petit résumé des différents cas d'usage qui peuvent être mis à disposition des seniors au domicile ou en résidence. Donc on l'a dit tout à l'heure, maintenir le lien social avec la téléprésence, faire le lien social avec des appels téléphoniques, puisqu'en fait la montre 4G, vous l'aurez compris, en fait c'est ni plus ni moins qu'un téléphone avec sa carte SIM autonome qui peut interagir avec le robot. Donc par exemple, on peut commander le robot pour qu'il appelle un carnet d'adresses qui est intégré. Donc par exemple, j'ai besoin d'appeler ma fille, lance l'appel. Suivre sa propre santé en tant que senior, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je me sens pas bien, donne-moi de l'information. Le lien avec la téléassistance, hyper important, ça c'est, aujourd'hui, on le sait, les téléassisteurs
Enfin, moi, j'ai assisté à quelques visites de plateau où effectivement, je vois le quotidien des téléassisteurs ou qui galèrent pas mal souvent à voir les gens parce que problème de surdité, ainsi de suite. Comme Rodolphe vous l'a dit tout à l'heure, nous, l'ambition, c'est qu'on arrive à positionner le robot pour faire de la levée de doute, qualifier des situations et avoir un meilleur niveau d'interaction que juste le téléphone et la personne n'arrive pas à exprimer son besoin. La géoloc, hyper important, et donc là c'est pareil, en résidence typiquement le lien entre les différents capteurs, les montres 4G et le robot va permettre de remonter jusqu'à la personne et potentiellement de le ramener jusqu'au bon endroit. Mais on a aussi des liens pour présenter de l'activité, du contenu ou juste répondre à des questions simples, qu'est-ce qu'il y a comme menu du jour aussi. Mais aussi on a des cas d'accueil, c'est-à-dire que par exemple en résidence, on imagine avoir un robot à l'accueil de la résidence. Les petits-enfants ou les parents du senior viennent. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Est-ce que tu peux m'aider à le trouver ? Et forcément, avec les capteurs et l'identification, on est capable de dire cette personne se trouve à tel endroit, au lobby, au réfectoire, dans le jardin, en salle de pause. Et on a la capacité de rapprocher les liens avec les outils. Le mode compagnon, on en a parlé tout à l'heure. On a aussi la capacité de jouer de la radio, de la musique. En fait, vous l'aurez compris, en fait, on a quand même une forte dépendance et un besoin de connectivité Internet. C'est pour ça qu'on utilise plutôt de la 4G que du Wi-Fi d'ailleurs. La possibilité éventuellement de faire des réservations, puisque en fait, on a des applications qui permettent de réserver soit des services partenaires, soit des activités au sein même de la résidence. Par exemple, aujourd'hui, on fait une sortie au musée. Qui veut s'inscrire ? Buddy peut passer dans le lobby ou dans le réfectoire pour relever les inscriptions du jour. De la stimulation psychosociale, psychocognitive, avec justement des quiz qui vont permettre de maintenir le senior éveillé. Pareil, délivrance de news et de fun facts. C'est des petites applications qui ne sont pas très compliquées à intégrer et à déployer en résidence. Et par contre, derrière, pour tous les cas un petit peu plus, pour les neuroatypiques, on va dire, on a des applications qui peuvent être paramétrées, construites, et c'est justement ce que Rodolphe disait tout à l'heure. On a beaucoup d'axes de travail avec les académies, notamment en ce moment, sur tout ce qui est labotisme, et on sait que naturellement, tout ce qu'on est en train de faire en termes de construction de jeux, de travail sur les émotions et de questions-réponses, on va avoir de l'adhérence forcément avec le milieu de la silver economy. Et je vous remercie et je vais vous laisser la parole du coup si vous avez des questions pour nous. Moi, je voulais savoir quand Buddy, on le prend et que dans une résidence et qu'il y a plusieurs patients, est-ce qu'il va arriver à se référer avec la fiche patient à chaque fois ou il est vraiment que pour une ou deux personnes à la fois ? En fait, ça va dépendre du niveau d'intégration. Typiquement, on a un sujet en ce moment avec un EHPAD partenaire qui souhaite faire une intégration entre Buddy et le DUI ou le DMP du patient. Donc ça, aujourd'hui, c'est des sujets qui sont en cours de construction. Mais est-ce que techniquement c'est possible ? Oui, puisque de toute façon, la question c'est juste d'avoir des clés d'appel pour utiliser les référentiels et faire le lien. Par contre, faire la différence de façon automatisée, ça nécessiterait de stocker des infos, de la data personnelle dans le robot. Et ça, c'est très compliqué à faire et on ne veut surtout pas le faire pour s'esquiver un tas de contraintes au niveau de la CNIL. Faire appel à des référentiels qui sont partagés par des API et ainsi de suite, ça, il n'y a aucun souci. Mais par contre, reconnaître simplement le visage de la personne et dire « Ah bah bonjour Michel, comment vas-tu ? Oui, pas de problème, j'appelle ton docteur », ça non. En fait, c'était pas tant avec le visage, c'était on le met à un étage d'une résidence et il va passer de chambre en chambre et il sait que la chambre 1, c'est Madame Intel. Alors ça par contre, ça pose moins de problèmes. Voilà, le simple fait de dire en fait, j'associe un identifiant à une chambre, à partir du moment où l'identifiant n'est pas stocké dans le robot, mais sur une plateforme externe, que la plateforme externe est sécurisée et qu'il n'y a rien qui transite en termes d'information à part juste de l'appel à du texte, ça passe, il n'y a pas de problème. Puisqu'en fait, on ne fait que consommer de la data qui existe, mais la data n'est pas enregistrée dans le robot. Et dernière petite question, je sais qu'ils font des protections maintenant connectées. Oui. Est-ce que Buddy peut aussi se connecter à ce système-là ou Comme quoi, comme protection connectée typiquement
pour justement l'incontinence. Ah oui, oui. En fait, comme vous le dites, voilà, l'écosystème, à la base, il n'y a aucun lien, entre la plateforme Elisa et Buddy. C'est nous qui l'avons créé, développé à partir des contrats d'API qui existent pour faire circuler de l'information entre les devices et le robot. Donc oui, bien évidemment, on peut penser à des déambulateurs connectés, des gourdes connectées, des ceintures d'incontinence. Enfin, là, c'est, comme diraient les Anglais, sky's the limit. Bonjour. Vous parliez des cas d'usage du robot à domicile. Oui. Ma question portait plutôt sur le coût et le financement de ce genre de dispositif au domicile. Tout à fait. Alors, au niveau du coût, pour l'instant, au niveau du modèle, on reste toujours en B2B parce que même si on a passé une très grande phase d'industrialisation avec le ministère de l'Éducation nationale, on reste quand même avec un ticket d'entrée où le robot seul est à 2500 € hors taxe. Donc, avec un service de maintenance SAV et ainsi de suite qui est à peu près à 480 l'année. Donc ça fait quand même un ticket d'entrée première année, 3000 € dans un foyer. En termes d'aide, pour le moment, on est en train de travailler avec les organismes partenaires, CNSA, CAF, APA et ainsi de suite, pour le faire reconnaître. Mais ça prend du temps, clairement, c'est pas un device qui est encore reconnu d'utilité publique. C'est des sujets nouveaux. On l'a vu, nous, dans le cadre du marché de l'éducation nationale, ça a pris des plombes avant que le dispositif soit vraiment bien connu, bien déployé, bien accepté par les enseignants. Donc là, on en est vraiment aux prémices de tout ce qu'il y a en termes de réglementaire. Et après, derrière, toute la partie mécanisme de financement, aide et ainsi de suite, c'est quelque chose qu'il faut qu'on construise en fait avec les institutions et les partenaires. Mais à terme, clairement, ça va aller. Enfin, je veux dire, le système de téléalarme aujourd'hui, c'est financé. Il y a de la PAC qui est derrière. Il y a des aides et des prises en charge qui sont faites. Pour moi, c'est qu'une question, j'ai envie de dire, de temps et de mobilisation / lobbying au niveau des partenaires. C'est pour ça que je vous parlais en introduction du projet robot lycéen. C'est pour vous expliquer qu'en fait, à la base, on est parti de quelque chose qui avait à peu près... on va dire 50 robots pour faire joujou, entre guillemets, et 5 ans plus tard, on arrive avec un programme national, plusieurs milliers de robots qui sont déployés dans toute la France. Malheureusement, au niveau administratif, on prend des fois un petit peu de temps pour avancer. Et en fait, une partie de notre travail aujourd'hui, c'est d'identifier en fait le prochain robot lycéen, mais du coup le prochain robot senior, le prochain projet qui va nous permettre de construire les briques pour arriver jusqu'à justement une prise en charge. Il y a un autre sujet qui est derrière votre question, c'est au niveau de la partie pricing, c'est le mode locatif. Parce qu'on envisage, on l'a très très bien identifié et on sait que ça va être un besoin, le Robot as a Service, le RAS, c'est quelque chose qu'on va devoir intégrer, mais pour le moment, on n'a pas encore trouvé le bon partenaire pour arriver à un mode locatif et faire en sorte que plutôt que 3000 € la première année, on arrive à un coût de 150 € avec une prise en charge à 50-75% par exemple. Est-ce que ça répond à votre question ? Merci. Et je rajouterais que c'est malgré tout le robot le moins cher du marché. Ça n'existe pas un robot intelligent, entre guillemets, à ce prix-là. Et effectivement, tu fais bien de le rappeler. Là, aujourd'hui, les autres alternatives, on est plutôt aux alentours de 8 à 30 000 €, quoi. Donc déjà, avec 2005, on est très très bien. Alors, c'est pas une question que je vais émettre, mais c'est par rapport au prix. Oui. Je suis confronté à la problématique. Ça paraît cher, mais finalement, les iPads, ça vaut 1000 € pratiquement. Ah oui. Moi, j'ai une belle-mère qui en a un. Une assistante de vie, ça vaut aussi un certain prix. Donc, finalement, moi, je trouve pas pas sûr que le prix soit une problématique. À partir du moment où, même pour le financer, moi, ça n'en est pas une, quoi. On se pose pas ce genre de questions pour un iPad, par exemple. Okay. Et tous les mois, il faut payer une auxiliaire de vie. Et même s'il y a une aide, ça couvre souvent pas tout, en fait. Voilà. Je voulais juste dire ça. Merci pour le retour. D'ailleurs, si je peux me permettre de réagir là-dessus, Blue Frog en fait a été créé au départ justement parce que moi, ma grand-mère était en perte d'autonomie, je faisais de la robotique avant. Je me dis, il faut que je trouve une solution, c'est pas possible, je peux pas laisser ma grand-mère comme ça. Et je voyais surtout ma mère qui galérait à s'occuper de sa mère. Elle dormait pas, elle était stressée H24 parce qu'elle savait pas ce qui se passait. Si à l'époque il y avait eu un robot comme ça, mais je peux vous dire que
Elle avait une sœur, ils se mettent à deux, 1000 balles chacun. Si ça leur permet de avoir une certaine tranquillité, c'est vrai que je suis d'accord avec monsieur, mais je suis peut-être pas objectif, mais ça reste un coût qui est quand même largement abordable, vu l'apport que peut apporter le robot. Moi, ma mère commence à avoir 73 ans, de temps en temps elle fait des chutes, elle fait des pompes sur le mur pour se remuscler, parce qu'elle a fait une chute où elle s'est éclatée, une partie du visage en sentant que ses bras ne pouvaient plus remonter. Clairement, 2005, moi je me pose même pas la question, j'achète direct. Oui, en fait, je suis désolé, 2 questions qui sont vraiment diamétralement opposées. La première, c'est aujourd'hui, donc, ce robot qui est utilisé dans des écoles avec l'éducation nationale, même si apparemment il était pensé pour les personnes âgées. La question est la suivante. Il y a quand même une grosse défiance des personnes âgées vis-à-vis du digital en général et de la technologie. Vous avez parlé quand même de votre médaillon, le médaillon de la honte, le collier de la notamment honte, lié à un facteur psychologique. Voilà. Et ma question était, qu'est-ce que vous avez prévu pour aider l'adoption face à ce facteur psychologique? Parce qu'on n'est pas dans un cas, à mon avis en tout cas, où les enfants ont tout de suite une sympathie vis-à-vis d'un robot. On a tous des enfants, on a tous acheté des robots. Ça, c'est ma première question. La deuxième, elle est vraiment plus technique. Au niveau AI, vous avez mentionné Mistral, GPT. Où est-ce que vous en êtes de l'utilisation de ces modèles-là? Et est-ce que vous avez déjà travaillé sur les vôtres, sachant qu'il faut beaucoup de data et d'entraînement et donc du temps et voilà. Alors sur la deuxième question, parce que ça c'est assez facile à répondre, il y a déjà pas mal de datasets qui sont publics et qui existent, notamment sur tout ce qui est constante de santé, avec des prises de mesures dans les hôpitaux et ainsi de suite. Donc on est en phase de construction à l'heure actuelle des différents modèles. La partie automatisation, comme je l'ai décrit tout à l'heure, on l'a déjà traité, parce que c'était pas très compliqué techniquement. Les modèles d'IA et les algos, on est en train de les créer au fur et à mesure en fonction des besoins et des cas d'usage. Là par exemple, on est en train de répondre à un appel d'offres de la région wallonne, où on partait d'un cas d'usage relativement simple, où au final, à la sortie de l'appel d'offres, on se retrouve avec 3 ou 4 dispositifs différents à positionner, et en fait, plus qu'une seule constante qui va être commune à tous les dispositifs, qui est la fréquence cardiaque. Donc, on sait que le premier modèle sur lequel on va travailler, ça va être la fréquence cardiaque. Et là, pour le coup, on a quand même pas mal de datasets pour entraîner en fait les IA dessus. Et donc, petit à petit, en fait, on va construire au fur et à mesure des projets qu'on va avoir et des demandes, d'autres cas d'usage, et on va aller chercher naturellement d'autres datasets sur le sujet. Après, pour répondre à votre première question, comment est-ce qu'on va favoriser l'adoption ? J'ai envie de dire, il y a une grosse partie de marketing quand même. On a énormément travaillé sur la partie design émotionnel, conception du robot, interaction homme-machine. Après, pour faire connaître le dispositif, lancer des expérimentations, ça va être de la revue de presse, des opérations de communication. Et encore une fois, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur la petite fresque, l'accès au grand public, c'est pas avant 3-4 ans. Donc on a encore des petites étapes à franchir avant d'avoir une réduction des coûts. Là pour l'instant, on est quand même encore sur un modèle très B2B, où sur la partie senior, on est plutôt en recherche de... On a passé la phase du POC, là on va plutôt chercher des projets, des périmètres pilotes pour valider en fait les applications, les cas d'usage et leur déploiement à l'échelle. Je peux rajouter un petit complément. Forcément, c'est la première chose qu'on s'est posée quand on a fait le robot comme question. Première chose qu'on a fait. Donc, on a fait beaucoup d'études. On a même eu un projet européen qui a duré 3 ans sur l'usage des robots de Buddy auprès des seniors, donc en France, en Hollande, en Italie, au Japon. Et donc, les retours étaient vraiment très positifs à partir du moment où les gens ils voient que le robot peut apporter quelque chose. Deuxième point. C'est difficile de comparer un petit personnage comme ça avec un médaillon. C'est-à-dire que le médaillon, la tablette ou tout ce que vous pouvez imaginer comme device, même des caméras, les personnes âgées n'en veulent pas trop. Il faut être honnête, c'est pas trop leur truc, et encore moins des caméras, elles ont l'impression d'être un peu espionnées. Là, quand elles voient Buddy, elles ne voient pas du tout ça. En fait, elles voient un compagnon qui va potentiellement partager leur vie. Donc l'adoption se fait vraiment, je ne vais pas dire naturellement, c'est bien d'être avec eux au départ, en effet, pour leur montrer comment ça marche, mais il n'y a pas du tout cette défiance vis-à-vis de la technologie qu'on pourrait penser tous, on a tous imaginé ça, mais avec Buddy, ça ne le fait pas parce que son petit côté émotionnel est super sympa. Brise un peu la peur qu'il pourrait avoir. Voilà.
Oui, bonjour. Donc, par rapport au développement en Europe, européen, donc dans les pays limitrophes, je voulais savoir si la demande, elle est... En fait, on vous entend. Ah, vous l'entendez pas? Ah. Donc, voilà, au niveau du développement en Europe, vous parlez que vous vous développez également dans les pays limitrophes, je voulais savoir si la demande, elle porte plus sur, au niveau de l'éducation, au niveau où il y a réellement une forte demande, donc au niveau donc pour les seniors, au niveau des EHPAD, au niveau des... Clairement. Effectivement, l'éducation, chaque système est un peu différent, chaque pays est un peu assez... Oui, mais les besoins des seniors sont identiques. Oui, c'est ça. Mais... Voilà, mais pour répondre à votre question, oui, en fait, on a déjà, signé des contrats avec la Slovaquie, la Hongrie, justement pour tout ce qui est accompagnement du senior à domicile et téléassisteur. Comme je vous l'expliquais, en fait, le modèle va plutôt être de trouver des partenaires locaux qui font des prestations d'aide à domicile ou de téléassisteurs, et en fait on va utiliser toute notre couche techno et nos outils pour améliorer en fait ces types de services. Et donc oui, on a déjà, je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois qu'il y a 150 montres connectées qui ont été positionnées au niveau de la Slovaquie, 80 au niveau de la Hongrie, et là comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est en phase de réponse à l'appel d'offres avec la région Wallonne, où là il y a à peu près 3950 systèmes qui doivent être mis à disposition des seniors. Et au niveau de la région flamande, donc en Belgique, vous avez... Pour l'instant, non, pas encore. On n'a pas vu d'appel à projet, mais c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En fait, il y a un montage de dossiers, des fonds européens généralement qui sont mobilisés. Derrière le programme TEDI, il ne faut pas se leurrer, il y avait des fonds de l'Europe qui ont été mobilisés par le secrétariat général pour l'investissement. Donc, en fait, ça prend un petit peu de temps de se mettre en œuvre. Généralement, il y a toujours des phases d'expérimentation qui permettent de valider le concept et le dispositif et de passer à la phase contractualisation. Donc, mais par contre, si vous avez des pistes sur la flamme, stand des 06, n'hésitez pas. Merci. Et juste, je rajouterai un élément de réponse par rapport à la question de monsieur tout à l'heure. Il y a aussi un point qui est hyper important, c'est que si on revient sur le médaillon de la honte dont parlait Cyril, c'est pourquoi? C'est parce que c'est un médaillon qui est pour les vieux en perte d'autonomie. Tous ces devices-là, c'est hyper stigmatisant. L'avantage de Buddy, c'est pas un robot pour les vieux, c'est pas un robot pour les autistes, c'est un robot pour tous, avec chacun ses applications. Comme on a tous nos téléphones, avec chacun des applications, vous n'avez pas les mêmes que les miennes. Et voilà, on se sent pas stigmatisé. Buddy, c'est juste un robot compagnon. C'est pas le robot pour les vieux. Du coup, j'en veux pas parce que ça veut dire que je suis vieux. Mon petit-fils peut avoir le même, sauf qu'il va apprendre à programmer ou il va apprendre l'anglais avec son robot. Et justement, c'est même plutôt un outil de rapprochement intergénérationnel, parce que le petit-fils va être super fier que mamie, elle ait son robot. Lui va lui montrer ce qu'il fait avec. Elle va pouvoir lui montrer ce qu'elle fait avec. Et c'est plutôt hyper rassembleur comme projet, comme produit. Voilà. C'est plus une question technique. Buddy, il revient tout seul se charger à sa base. Et en cas de problème technique, qu'est-ce qui prend la main? C'est Teamnet, c'est BlueFrog pour s'il y a un bug? Alors, lorsqu'il y a des problèmes, donc pour la première question, oui, évidemment, effectivement, il y a un système de docking station et de rapatriement à la base, entre guillemets. Et en termes de SAV, généralement, on fonctionne pour les grands projets en partenariat avec différents niveaux de service. Dans le cadre, je peux vous en parler parce que c'est un sujet que je connais très très bien. Dans le cadre du ministère de l'Éducation nationale, on a 3 niveaux de SAV. Le premier niveau n'est pas assuré ni par Teamnet ni par BlueFrog, c'est assuré directement par les régions académiques. Donc ce sont les e-run, les éducateurs référents aux usages numériques qui sont mobilisés, qui sont le premier niveau de réponse auprès des enseignants et des éducateurs et qui nous font remonter ensuite les anomalies, les problématiques de hardware et ainsi de suite. Teamnet intervient en niveau 2, donc qualification de l'anomalie, résolution des problèmes software, et BlueFrog intervient au niveau 3, résolution des problématiques hardware, échange, SAV et ainsi de suite. Et donc ça dépend vraiment de ce qui a été positionné, demandé et contractualisé en tout cas. Donc on est capable d'adresser aussi bien les 3 niveaux de service que 2, que 3, ça dépend vraiment des besoins. Et là-dessus, ça c'est notre cœur de métier, le SAV et la MCO, l'un comme l'autre, ça fait plus de 15 ans qu'on fait ça, quoi. D'autres questions ? Alors, la dame qui vient tout juste de parler, donc je disais à mon associé qu'effectivement, par exemple,
Ah, pardon. En Martinique, on a des cyclones. On a la période cyclonique. D'accord? Vous êtes en 4G. Oui. Ok. La personne à son domicile n'a plus accès à la 4G, il n'y a plus rien. Ça se passe comment avec Buddy? Alors, il y a des applications qui sont embarquées, qui ne nécessitent pas de connectique, enfin de connectivité. Mais par contre, toutes les applications qui sont, s'il n'y a plus de 4G, s'il n'y a plus de Wi-Fi, on n'a plus que les applications embarquées. Il y a aussi la connexion Bluetooth qui fonctionne encore, il me semble, mais pour tout ce qui est flux qui doivent sortir ou arriver au domicile, on a forcément besoin d'une connexion Internet. Ça, c'est la limite, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, c'est la limite dont on s'affranchit à l'heure actuelle avec la téléassistance, avec le RTC. On passe par la prise téléphonique. Demain, quand il n'y a plus de prise téléphonique, on est forcément dépendant de l'appel téléphonique ou la présence de connexion Internet au domicile. Ça, c'est le point sur lequel, malheureusement, on ne peut pas franchir cette barrière-là. Et par exemple, pour vous faire un retour d'expérience sur le ministère de l'Éducation nationale, c'est une des problématiques qui est rencontrée sur le terrain, quel que soit le robot du programme, ça ne concerne pas que Buddy, parce que nous, initialement, on avait proposé d'inclure les abonnements 4G dans le cadre du programme, mais pour des raisons budgétaires et de quantité, le ministère a décidé de confier cette opération à quelqu'un d'autre. Ils fournissent généralement, de façon assez massive, des cartes SIM SFR au niveau des académies, sauf que SFR en région Occitanie, quand il s'agit d'installer un robot dans un village où il y a 300 habitants, bon courage. Voilà. Donc passer par des SIM multi-opérateurs, typiquement, c'est le genre de conseil, et c'est un petit peu notre expertise aussi au niveau technique, c'est comment réussir un déploiement. Ça nous arrive régulièrement de faire des audits techniques des sites, parce qu'on s'est rendu compte que de plus en plus, je parlais du département dont je n'ai pas le droit de citer le nom, mais c'est un cas qui nous est arrivé, on nous a dit oui, pas de problème, Orange ça passe, vous inquiétez pas, etc. On a fait notre sourcing quand même, on a fait notre due diligence, on a analysé la couverture réseau pour s'assurer qu'effectivement Orange c'était le bon niveau de réponse. Sauf qu'en fait, quand on est arrivé dans le bâtiment, Orange on le captait à l'accueil, au lobby. En salle de soins, il n'y avait que du bruit qui passait. En salle de repos, il n'y avait que du SFR. Et ça, tous les acteurs de terrain le savaient très bien. C'est juste que notre client ne nous l'a pas dit, quoi. Donc, ça, cette partie analyse et prise en compte de toutes les contraintes pour réussir le déploiement, c'est quelque chose qu'on fait de façon très proactive et sur lequel on est super vigilant. Et genre quand il n'y a plus de 4G, c'est parce qu'il n'y a plus d'électricité ou c'est autre chose? En tout cas, le robot, lui, même sans électricité, pourra toujours jouer son côté compagnon, on peut toujours lui parler. Il pourra toujours être dans la réassurance. On ne peut pas faire de levée de doute, on ne peut pas faire tout ça. Vous pensez peut-être à des liaisons satellitaires ou quelque chose comme ça, parce que là, c'est... non, mais c'est une très bonne remontée, en fait. Voilà, c'est un peu aussi l'intérêt d'avoir ces temps d'échange. Vous êtes là, ça fait 4-5 ans qu'on est sur le sujet, vous êtes la première personne à relever le point. Donc, merci pour l'information, on note. Mais oui, j'imagine qu'on aurait ce même type de problématique en Louisiane ou en Floride. En Afrique aussi. C'est ça, voilà. Et malgré ça, vous voyez, même en interne, on n'a pas pensé à ce cas d'usage. En tout cas, merci pour la remontée d'informations. Merci pour cette belle présentation. Moi, je suis Nadine, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis avec mon associée, Madame Nadia. Et franchement, je trouve que c'est vraiment innovant. Bravo à vous. Merci. Et j'ai une question, c'est quoi la durée de vie, quelle est la durée de vie du robot? Alors, durée de vie, c'est-à-dire autonomie de batterie ou durée de vie dans le temps? Autonomie de batterie et puis espérance de vie. Ok. Alors, espérance de vie, on est en général à 3-4 ans. Là, pour l'instant, on n'a pas encore... les premiers robots du programme de l'Éducation nationale ont été déployés en janvier 2021, quelque chose comme ça. Okay. On a été notifié en septembre. Les premières livraisons massives ont eu lieu en janvier 2021. Et il me semble que sur cette promo-là, sur les 250 premiers livrés, on en a eu peut-être un ou deux qui ont eu des problèmes de roue suite à une utilisation intensive, pas plus. Donc, généralement, on est plutôt sur 3 à 4 ans
de durée de vie. En termes d'autonomie de batterie, on est sur ce qu'on constate aujourd'hui avec les enseignants, c'est qu'en téléprésence, on tient sans aucune difficulté 6 à 8 heures sans rechargement avec de la téléprésence qui tourne en continu. Et après les 3-4 ans, qu'est-ce que ça devient? C'est-à-dire, est-ce que le robot est renouvelé? Est-ce qu'il est recyclé? Qu'est-ce qu'il devient? Alors déjà, juste pour rajouter un petit élément de réponse, en fait, nous, donc on a conçu ce robot, on l'a conçu avec une durée de vie minimum de 5 ans. Okay. Ça, c'est notre cahier des charges, c'était ça. Après, bien sûr, ça peut durer plus longtemps et malheureusement, ça peut de temps en temps durer moins longtemps, comme n'importe quel produit électronique. Bon, de temps en temps, on peut avoir des soucis. Et après, ça ne veut pas dire qu'au bout de 5 ans, le robot, il est mort. Hein. Okay. Ça veut dire que peut-être à un moment donné, je sais pas, moi, il y a un moteur à changer, une roue à changer, et là, on a le service après-vente qui fonctionne. On fait revenir le robot, on le change. Le robot, lui, est garanti 1 an, donc quoi qu'il se passe pendant 1 an, c'est repris, c'est réparé et échangé ou échangé. Et ensuite, on propose aussi des extensions de garantie tous les ans pour pas que vous ayez d'énormes surcoûts si à un moment donné il y avait un souci avec le robot. Okay. Je pense qu'il faudrait aussi penser à une solution pour les personnes qui sont comme dans le cas de Madame là. Et nous aussi, nous sommes en Afrique. C'est un service qui pourrait nous intéresser là-bas. Mais des fois, on a des soucis peut-être de connexion Internet ou bien d'électricité. Donc, peut-être qu'il faudra y penser pour plus tard. Ouais, c'est exactement ce à quoi j'étais pensé. A priori, Elon Musk est déjà sur le sujet avec des petites montgolfières qui distribuent du signal. Donc non, mais effectivement, c'est une bonne remontée d'informations. On va regarder ce qui existe et ce qu'on peut proposer. Je sais que dans le cadre d'une opération de communication du programme Teddy, il y a eu des robots qui ont été envoyés en Ukraine. Notamment, et effectivement, ils ont utilisé du lien satellitaire pour assurer la connexion minimum. Donc, on prend le point, on va regarder, et l'année prochaine, on aura peut-être des slides complémentaires pour vous expliquer comment est-ce qu'on a réussi à faire le lien. Ça marche, merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre écoute, et on est à votre disposition à l'entrée.